Salut à tous. Préparez-vous pour une expédition passionnante, débordante de découvertes archéologiques remarquables. Nous sommes enthousiastes à propos de cette vidéo et nous espérons que vous l'êtes tout autant. Notre itinéraire est chargé d'une collection de trouvailles extraordinaires, allant du minuscule au colossal et s'étendant sur diverses époques, à la fois anciennes et plus récentes. Sans plus tarder, plongeons directement dans le monde captivant de l'archéologie. C'est parti. Cité antique de Pinara. Nous allons en Turquie avec le site ancien de Pinara, un établissement qui a été construit au pied du mont Babada. Les personnes qui vivaient ici enterraient leurs morts dans des tombes en nids d'abeilles qui étaient taillées dans la face même de la falaise. Très peu de choses sont connues sur les personnes qui vivaient ici. La plupart de nos informations sur les résidents de Pinara proviennent des écrits de Ménécrites, un historien lycien qui a vécu il y a 2400 ans. Selon lui, Pinara a été construite parce que la ville de Xanthos devenait dangereusement surpeuplée et donc certains de ses résidents devaient être envoyés ailleurs. Certaines sources disent qu'Alexandre le Grand a conquis Pinara en 334 avant Jésus-Christ, mais il y a une certaine controverse à propos de cette affirmation. Attaquer Pinara aurait sûrement été une perte de temps pour Alexandre, car elle était stratégiquement sans importance et existait dans un emplacement reculé difficile à atteindre. Certaines des inscriptions à l'intérieur des tombes de Pinara sont écrites en lycien, mais d'autres sont écrites en grec. Donc les Grecs sont finalement venus ici, que ce soit sous la direction d'Alexandre ou non. Les gravures sur les roches dans et autour des tombes suggèrent que le culte phallique a pu se produire ici, mais cela ne peut pas être vérifié non plus. Tombe de Néfertiti. La tombe de Néfertiti, souvent désignée comme la chapelle Sixtine de l'Égypte, est renommée pour abriter certaines des peintures les mieux préservées d'Égypte. Cette tombe a été construite pour Néfertiti, la première des grandes épouses royales de Ramsès le Grand. Les peintures à l'intérieur de la tombe sont vibrantes et détaillées, fournissant une représentation claire de ce à quoi les tombes et les temples pourraient avoir ressemblé pendant l'Antiquité. La tombe de Néfertiti se distingue par son niveau extraordinaire de détail, surpassant d'autres tombes trouvées dans la vallée des rois ou la vallée des reines. Elle attire de nombreux visiteurs pour des raisons évidentes, mais ces visiteurs devraient être conscients que le coût pour entrer dans la tombe peut être élevé et le temps à l'intérieur est généralement limité à environ 10 minutes. Cela dit, les gardes sont généralement indulgents à propos de cette politique, surtout si vous êtes heureux de leur glisser un billet de banque ou quelques pièces pour les persuader de détourner le regard. Malgré le coût et la restriction de temps, l'opportunité de témoigner de l'art remarquable à l'intérieur de la tombe de Néfertiti en vaut bien la peine. Il n'y a pas de tombe en Égypte tout à fait comme elle. Colline de Dorstone. Dans une découverte qui bouleverse notre compréhension de la propagation de la culture néolithique, des archéologues ont mis au jour un complexe de monuments néolithiques précoces à la colline de Dorstone, dans le Herefordshire, en Angleterre. Ces structures datant d'au moins 5800 ans font de la colline de Dorstone le site culturellement néolithique le plus ancien des Midlands de l'Ouest en Angleterre. Cette découverte remet en question la théorie selon laquelle les pratiques néolithiques se sont répandues de manière uniforme du sud-est au nord-ouest à travers la Grande-Bretagne. Au lieu de cela, elle suggère que la propagation était quelque peu irrégulière, avec des poches de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs parfois coexistant pendant des centaines d'années. L'utilisation de méthodes statistiques avancées dans la datation au radiocarbone a révélé que presque toutes les phases d'occupation à la colline de Dorstone étaient plus anciennes que prévu, avec l'occupation la plus ancienne remontant probablement à plus de 3800 avant Jésus-Christ. Cette découverte pourrait avoir des implications dramatiques pour notre compréhension des premiers agriculteurs de la Grande-Bretagne, suggérant que leur propagation à travers l'île était inégale et désordonnée, marquée par des zones de changement précieux, des retards temporels et des relations diverses avec les chasseurs-cueilleurs indigènes. Autant nous pensons à nos ancêtres les plus lointains comme à des gens très simples, il semble qu'eux et leur peuple menaient des vies tout aussi compliquées que les nôtres, à leur manière. Pièces romaines. Une découverte faite par un détecteur de métaux humains est une chose, une découverte faite par un blaireau en est une autre. Cette histoire semble trop absurde pour être vraie et pourtant, elle s'est produite. En janvier 2022, un blaireau affamé a été directement responsable de la mise au jour de la plus grande collection de pièces romaines jamais trouvée dans le nord de l'Espagne. En cherchant des baies et des vers à manger dans une grotte en Asturie, le blaireau a ouvert une fissure dans le sol près de son terrier et les pièces ont commencé à en sortir. Sans surprise, le blaireau n'avait aucun besoin des pièces, il les a laissées là où elles étaient tombées sur le sol et elles ont été découvertes peu après par deux archéologues lors d'une visite de routine dans la région.
Les pièces ont toutes été frappées entre le 3e et le 5e siècle, tandis que les dénominations sont romaines. Les pièces ont été frappées dans des lieux aussi lointains que la Grèce et la Turquie. Elles ne sont pas arrivées dans le sol par accident, il est donc probable que quelqu'un les a enterrées il y a plus de 1600 ans comme moyen de les garder en sécurité. Peu importe qui la personne était, elle n'est jamais revenue pour ses économies de toute une vie, mais le blaireau, si. Main d'Adaran. Au cœur glacé des montagnes du Kirghizistan, une découverte fascinante a ébranlé le monde de l'archéologie. La main d'Adaran, comme l'ont nommé les scientifiques, est un artefact unique qui semble défier le temps et la compréhension humaine. Sculptée dans un minéral rare, la main présente un travail artistique impressionnant, presque comme si elle avait été façonnée par un artisan utilisant des techniques que nous considérerions aujourd'hui comme impossibles. Cependant, le détail le plus intrigant est le bracelet doré orné de symboles mystérieux qui entourent le poignet de la main. Fabriqué en or que les experts pensent d'une pureté inconnue, le bracelet est orné de motifs qui semblent mêler des figures humaines et animales, peut-être une tentative de représenter des dieux ou des esprits d'une civilisation ancienne encore non répertoriée. Les inscriptions le long du bracelet, bien que partiellement effacées par le temps, contiennent des motifs géométriques qui ne ressemblent à aucun système d'écriture connu. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forme de communication pictographique, un énigme à résoudre. D'autres croient qu'il s'agit d'un artefact religieux, peut-être utilisé dans des rituels pour invoquer des forces surnaturelles. La main d'Adaran n'est pas seulement une pièce d'histoire. Elle soulève des questions sur les capacités et les connaissances des civilisations qui ont habité la Terre bien avant ce que nous supposions. Quelle était la signification de ce symbole? Qui l'a créé? Et dans quel but? Les mystères que cette main garde en son sein continuent d'intriguer les chercheurs, promettant de révolutionner la compréhension de l'Antiquité au Kirghizistan et au-delà. En attendant, elle repose, énigmatique et puissante, comme un écho d'un temps perdu, attendant que le monde moderne dévoile les secrets qu'elle porte dans sa pierre froide et éternelle. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de ce sujet mystérieux. Faites-nous le savoir dans les commentaires. Basilique Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre, inspirant la crainte dans la cité du Vatican, abrite les secrets de la nécropole du Vatican. Ce site souterrain remarquable contient 5 étages d'histoire remontant à la fondation de l'Empire romain. Au sein de la nécropole, les visiteurs peuvent explorer 3 niveaux, chacun représentant différentes périodes. Le premier niveau abrite un cimetière païen du 1er siècle, tandis que le deuxième niveau révèle un cimetière combiné du 5e siècle présentant un mausolée en pierre et des ruines telles qu'un fragment d'arc de triomphe. Ces 2 niveaux couvrent presque toute la durée de l'Empire romain. Niché entre eux se trouve un lieu vénéré qui, selon les fidèles, contient les restes de Saint-Pierre et la roche originelle sur laquelle l'église a été construite, symbolisant son importance biblique. En montant plus haut, les visiteurs rencontrent une église chrétienne du XIIe siècle, complète avec des grilles menant au sol de la basilique et à la grotte fascinante. Ce labyrinthe caché sous la basilique offre un aperçu de plus de 2000 ans d'histoire, connectant les visiteurs aux fondations anciennes de l'Empire romain et aux origines spirituelles du christianisme. Il ne serait pas exagéré de dire qu'il n'y a nulle part ailleurs comme cela sur Terre. Pendentif de Malia. Le pendentif de Malia, également connu sous le nom des abeilles de Malia, est un superbe pendentif en or datant de la civilisation minoenne, fabriqué quelque part entre 1800 et 1650 avant Jésus-Christ. Cette pièce exquise de bijouterie a été découverte dans une tombe à Chrysolakos, à Malia, en Crète, en 1930. Le pendentif représente 2 insectes identiques, possiblement des guêpes ou des abeilles, joints tête à tête dans un arrangement symétrique. Les ailes des insectes se déploient vers l'arrière et, des bords inférieurs des ailes et d'un point proche de l'extrémité de l'abdomen, pendent 3 disques. Les insectes semblent saisir un disque circulaire placé au centre et il y a une seconde petite globule lisse placée au-dessus de celle-ci, comme s'ils étaient en train de la manger. Le pendentif est actuellement exposé au musée archéologique d'Héraklion sur l'île de Crète en Grèce et est considéré comme l'une des pièces de bijouterie minoenne les plus célèbres. Cet artefact sert de témoignage au savoir-faire complexe et à la prouesse artistique de la civilisation minoenne. Il y a beaucoup que nous ne savons pas à leur sujet, mais au moins nous pouvons dire avec confiance qu'ils étaient maîtres en matière d'art. Coupe à boire hittite. Dans un fascinant mélange d'art et de fonctionnalité, une coupe à boire en argent en forme de poing, réalisée par les Hittites en Turquie centrale, est actuellement exposée au Musée des Beaux-Arts à Boston, aux États-Unis.
Cet artefact unique, datant d'environ 1400 à 1380 avant Jésus-Christ, probablement durant le règne de Tudhalias III, est un témoignage de la sophistication de l'artisanat hittite. Le design de la coupe, qui évoque un hiéroglyphe hittite signifiant la force, est cru avoir été utilisé dans des rituels liés au dieu de la météo, Tarhuna. Une frise autour du bord représente Tarhuna tenant un taureau et le grand roi Tudhalias conduisant prêtres et musiciens d'une ville par-dessus une montagne personnifiée en figure humaine couverte de feuilles. Le design de la coupe n'est pas seulement esthétiquement agréable, mais porte également une signification symbolique, possiblement présentée au dieu pour accorder la force au donateur royal. Cet artefact soulève des questions intrigantes sur le concept d'art dans les cultures anciennes et la création intentionnelle d'objets qui mélangent l'utilisation pratique avec l'expression artistique. Ainsi, alors que nous admirons cette coupe ancienne en forme de poing, nous sommes rappelés du désir humain intemporel d'infuser beauté et signification dans les objets du quotidien. Site de Dawa. Des fouilles archéologiques à Oman en 2022 ont révélé des découvertes significatives offrant des aperçus sur les réseaux commerciaux anciens dans la région. Le site connu sous le nom de Dawa remonte à l'âge du bronze ancien et a livré une variété de découvertes incluant des plans de sol, des entrepôts, des bâtiments administratifs et rituels, une infrastructure industrielle pour le traitement du minerai de cuivre et des bijoux en argent datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'excavation a été dirigée par une équipe conjointe américaine et omanaise dirigée par le professeur Nasser Al-Jawhari. Une découverte particulièrement fascinante est une tombe contenant des restes squelettiques, de la poterie locale et importée, et des bijoux incluant une bague en argent avec un sceau distinctif représentant un bison de la civilisation de la vallée de l'Indus. Le sceau suggère l'existence de commerce et de connexions culturelles entre la Mésopotamie, l'Anatolie et la civilisation arapéenne du Pakistan et de l'Inde. La mondialisation représentée par la bague souligne l'interconnexion des civilisations anciennes et leurs pratiques commerciales avancées. La découverte remet en question les hypothèses précédentes sur l'intelligence et les réalisations technologiques de la culture al-Nar, indiquant des solutions administratives précoces qui ont facilité la croissance économique. Les découvertes à Dawa fournissent des preuves précieuses de la diversité et de la complexité des réseaux commerciaux préhistoriques eurasiens, offrant un aperçu des connexions complexes qui ont façonné les civilisations anciennes. Navire hanséatique. Un navire de cargo vieux de 400 ans remarquablement bien préservé a été découvert dans le nord de l'Allemagne en 2022, offrant un aperçu fascinant de la période hanséatique. Le navire a coulé droit et était resté ainsi depuis. Il a été remarquablement protégé de la décomposition par une couche de boue apportée par la rivière Trave. Cette rareté et préservation sont dues à l'absence de tarés qui détruisent typiquement les épaves en bois submergées dans la région. L'épave, que l'on croit être une galéote, a été trouvée à une profondeur de 10 mètres et est chargée de barils en bois bien préservés contenant de la chaux vive utilisée pour la construction en pierre. La recherche historique suggère qu'elle a coulé en décembre 1680 et l'analyse dendrochronologique soutient cette période. Malheureusement, les documents vagues de l'époque enregistrent le fait qu'un navire a été perdu mais ne consignent pas le nom du navire. Peut-être était-il considéré si insignifiant qu'il n'en avait même pas. Des plans sont en cours pour remonter le navire du lit de la rivière pour une étude plus approfondie, offrant une occasion unique d'explorer sa construction, son origine et ses artefacts. Cette découverte sert de capsule temporelle remarquable de la fin de la période hanséatique, mettant en lumière les routes commerciales de la Baltique et fournissant des aperçus précieux sur l'histoire maritime. Palais de Nestor. Le palais de Nestor est un site archéologique important situé dans la région de Messénie en Grèce. Il porte ce nom parce qu'il est censé être le palais de Nestor, une figure de la mythologie grecque et le roi de Pylos. Le palais remonte à la fin de l'âge du bronze, vers le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Découvert en 1939 par un archéologue américain, le site a été largement fouillé, révélant un complexe bien préservé avec de multiples pièces, cours et magasins. La conception architecturale du palais, présentant des fresques complexes et une cour centrale, montre les techniques de construction avancées et les compétences artistiques de la civilisation mycénienne. De nombreux artefacts, incluant des tablettes d'argile avec des inscriptions, de la poterie et des objets en bronze, ont été découverts, éclairant les aspects politiques, économiques et culturels de la société grecque ancienne. Le palais de Nestor fournit des aperçus précieux sur l'administration et la vie quotidienne de la civilisation mycénienne, en faisant un site significatif pour comprendre l'histoire et les réalisations de cette culture ancienne.
Aujourd'hui, les visiteurs peuvent explorer les ruines du palais et acquérir une appréciation plus profonde pour le riche patrimoine de la région. Squelettes pirates. Des archéologues marins ont peut-être fait la découverte de leur vie au large de la côte de Cape Cod, dans le Massachusetts aux États-Unis, au début de 2021. Ils ont identifié 6 squelettes préservés dans des concrétions sur le fond marin, à proximité de l'épave du légendaire navire pirate Whydah. Et ils croient que l'un des squelettes est probablement les restes du célèbre capitaine pirate Black Sam Bellamy. Il y avait 146 hommes à bord du Whydah lorsqu'il a été perdu lors d'une tempête en 1717, dont seulement 2 ont survécu. 101 n'ont jamais été trouvés et Black Sam Bellamy fait partie de ce nombre. Un pistolet identifié comme appartenant à Bellamy a été trouvé dans les concrétions, donnant aux experts plus de raisons de croire qu'ils avaient enfin trouvé leur homme. La carrière de Black Sam en tant que pirate n'a pas duré longtemps, mais elle a brillé de 1000 feux. Il a capturé pas moins de 53 navires, pillant environ 130 millions de dollars de trésors dans le processus. Le Whydah avait juste 2 ans et était considéré à la pointe de la technologie lorsque Bellamy l'a capturé. Alors le capitaine pirate a décidé de l'équiper de 10 canons supplémentaires et d'en faire son nouveau navire amiral. Malheureusement pour lui, le poids de ces canons a peut-être été en partie responsable de son naufrage éventuel. Momies maronites. Les momies maronites sont une collection remarquable de restes humains naturellement préservés qui ont capturé l'intérêt des archéologues et des historiens. Ces momies ont été découvertes dans la vallée de Qadisha, située dans le Liban actuel, et sont associées à la communauté chrétienne maronite. Datant du XIIIe au XVIIe siècle, les momies ont été trouvées dans des sites d'inhumation au sein de monastères et d'églises de la région. Ce qui distingue les momies maronites, c'est leur état exceptionnel de préservation avec la peau, les cheveux et même les vêtements encore intacts. Cette remarquable préservation est attribuée aux conditions environnementales uniques de la vallée de Qadisha, caractérisée par un climat sec et frais qui a facilité la déshydratation naturelle et la préservation des corps. Les momies maronites fournissent des aperçus précieux sur les pratiques funéraires et les traditions culturelles de la communauté chrétienne maronite de cette période. Elles offrent des vues sur la vie, l'apparence et l'habillement des individus d'il y a des siècles, contribuant à notre compréhension du passé. Des efforts continus sont faits pour étudier et préserver ces momies, sauvegardant leur importance historique et culturelle pour que les générations futures puissent les apprécier et en apprendre. Complexe de Qutba Minar. Premièrement, à l'ordre du jour, nous avons le complexe de Qutba Minar à Mehrauli en Inde. Il y a d'innombrables monuments anciens importants à l'intérieur du complexe, y compris le célèbre pilier de fer de Delhi qui ne rouille jamais. Le monument le plus célèbre sur le site est la Tour de la Victoire, nommée en l'honneur de l'icône religieuse, le saint soufi Khwaja Qutbuddin Bakhtiar Kaki, qui est un mystique et un érudit du XIIe siècle. La tour a pris presque 200 ans à construire, avec les travaux achevés en 1368. Pendant plusieurs siècles, il était traditionnel pour les dirigeants qui contrôlèrent la région d'ajouter des monuments propres au complexe. Même les Britanniques ont ajouté quelques bâtiments pendant le temps du Raj britannique. À part le pilier de fer et la tour de la Victoire, d'autres structures notables au complexe de Qutba Minar incluent la porte d'Alai Darwaza, l'Alai Minar et la mosquée Qubatul Islam, qui a été assemblée à partir des restes brisés de pas moins de 27 anciens temples hindous et jaïns. L'ensemble du complexe appartient maintenant au Trust national indien pour l'art et le patrimoine culturel, qui restaure et entretient autant de monuments que possible et organise également le festival annuel de Qutub, de musique et d'art. Ville de Suse. Continuons en parlant d'une ville ancienne entière. Nous nous embarquons dans un voyage de 6000 ans à travers le temps jusqu'à la ville ancienne de Suse, située dans l'Iran actuel. Cette ville, composée de 3 tels, l'Acropole, la ville royale et l'Apadana, a vu l'ascension et la chute d'empire. Depuis ses origines en tant que village autour de 4200 avant Jésus-Christ, jusqu'à son apogée en tant que capitale du royaume élamite et de l'empire perse achéménide. La fortune de Suse a augmenté et diminué avec des victoires militaires et des sacs dévastateurs tels que ceux de Nabuchodonosor le Ier et d'Assurbanipal. La grandeur de la ville est évidente dans les palais de Darius le Ier et d'Artaxerxès II, bien que les signes d'une population dense soient rares. L'étoile de Suse s'est estompée après la conquête d'Alexandre le Grand et elle est passée entre les mains de Séleucos le Ier. La ville a connu des périodes de prospérité sous les Parthes et les Sassanides, marquées par la croissance des zones résidentielles et l'émergence d'une communauté chrétienne.
La conquête arabe au 7e siècle a apporté l'islam à Suse, menant à une autre période de prospérité avant son déclin éventuel. Ainsi, en explorant les ruines de Suse, nous ne découvrons pas seulement des pierres et des artefacts, mais le flux et le reflux de la civilisation humaine elle-même. Armure de Dandra. L'armure de Dandra est un artefact au nom inhabituel. Cette armure est tout à fait différente de la plupart des armures anciennes. C'est un exemple parfait d'un type d'armure corporelle complète qui était spécifique à l'ère mycénienne de plus de 3000 ans. Elle porte ce nom car elle a été trouvée près du village de Dandra, en Argolide en Grèce, en mai 1960. L'archéologue suédois responsable de la découverte a dit que l'armure de Dandra est le plus ancien exemple de laiton martelé utilisé dans une armure corporelle. Les experts modernes sont d'accord avec lui et pensent que les panneaux de laiton qui composaient la combinaison ont environ 3500 ans. L'armure aurait été utile en ce sens qu'elle aurait fourni une protection raisonnablement adéquate pour les organes vitaux, mais elle aurait également été inconfortablement lourde. Le laiton seul est déjà assez lourd, mais les lanières de cuir qui les tenaient ensemble auraient rendu la combinaison encore plus lourde. Celui qui portait l'armure de Dandra aurait été couvert du cou au genou, mais il aurait probablement eu des difficultés à se déplacer sur le champ de bataille. Pétroglyphes du Canyon Crow. Se dressant dans le paysage accidenté du Nouveau-Mexique aux États-Unis, les pétroglyphes du Canyon Crow représentent l'une des collections les plus étendues d'art rupestre navajo dans le sud-ouest américain. Datant du XVIe au XVIIIe siècle, ces pétroglyphes offrent un aperçu du riche patrimoine culturel du peuple navajo. Située dans le district archéologique isolé du Canyon Crow, la zone détient une importance historique significative en tant que patrie traditionnelle des Navajos, avec leurs racines remontant jusqu'à 1100. Les gravures complexes trouvées principalement sur les murs sud et est du canyon dépeignent un éventail fascinant d'animaux, d'humains, de cultures, d'armes et de figures surnaturelles. Les chercheurs spéculent que ces pétroglyphes étaient probablement liés à des pratiques cérémonielles ressemblant aux peintures de sable cérémonielles navajo. Parmi l'art navajo, vous découvrirez également d'anciens arts rupestres pueblo ancestrales. Au-delà des pétroglyphes, le site présente d'anciennes ruines navajo connues sous le nom de pueblitos, construites au XVIe et XVIIe siècle. Ce sont plus que de simples reliques, elles sont des connexions entre les Navajos du passé et les Navajos du présent. Aujourd'hui, la tribu Navajo est la plus grande tribu amérindienne des États-Unis, avec une communauté prospère de plus de 250 000 membres. Trésor caché. Révélant un trésor caché qui a été dissimulé aux yeux des humains pendant des siècles, une pierre vieille de 400 ans, avec des inscriptions exquises, a récemment été mise au jour dans l'enchantant district d'Udupi, au Karnataka, en Inde. Cette découverte remarquable a émergé lors des travaux de nivellement pour le parc proposé Ashoka, une entreprise qui a sollicité l'assistance de résidents locaux dévoués. Gravés sur la pierre ancienne se trouvent des représentations intricates du soleil, de la lune, d'un Shivalinga resplendissant et d'un noble Nandi. Cependant, c'est le message profond contenu dans les inscriptions qui captive véritablement les historiens et les chercheurs. Un historien estimé, le professeur, a méticuleusement déchiffré le texte cryptique qui déclare que l'héritage durable de l'Empire des rois régnants repose sur l'existence des corps célestes. Dans cette région sacrée, différentes communautés distinguent leurs frontières terrestres à travers des marqueurs distinctifs. Les Shivaïtes ont embrassé les pierres Linga Mudra, tandis que les Vaishnavas ont opté pour les pierres Vamana Mudra et les Jains ont honoré les pierres Mukoti. Ces pierres ne délimitaient pas seulement les frontières, mais symbolisaient également l'identité religieuse. Le professeur souligne l'importance critique de préserver ces artefacts historiques, ainsi que les mémoriaux de guerre et les pierres frontalières, en sollicitant la coopération et le soutien du public. Cercle de bois mystérieux. Pendant des centaines d'années, personne ne savait que le cercle de bois de l'âge du bronze dans le Norfolk en Angleterre existait. Le site a été appelé Seahenge, bien que ce soit un nom donné par la presse britannique et qui n'est pas nécessairement exact. Il n'y a aucune preuve que ce soit ou ait été un henge, mais il a définitivement été réalisé par des humains. Le cercle est apparu en 1998 après que les sables se soient déplacés sur une plage appelée Holme, près de la ville de Kings Lynn, révélant les restes du cercle avec une souche d'arbre inversée en son centre. Les poteaux de chêne, autrefois de 3 mètres de haut, ont été datés et montrés pour avoir presque 4000 ans. À l'époque, cette zone de terre aurait été un marais salant. La marée aurait détruit le bois s'il avait été laissé en place. Ainsi, le cercle entier a été extrait du sol et déplacé au musée de Lynn, où il est maintenant exposé au public.
La meilleure supposition des historiens est que c'était un site funéraire, mais c'est ce qu'ils disent souvent des structures qu'ils ne comprennent pas. D'une horloge à un calendrier, il aurait pu servir à un nombre quelconque de buts. Casque de Mescalamdoug. Ensuite, nous avons une pièce unique de coiffure. C'est le casque de guerre de Mescalamdoug, le roi craint et suprêmement puissant de Kish et le souverain de la première dynastie d'Ur, il y a 4600 ans. Cependant, il y a un hic. Nous ne savons pas s'il appartient au jeune Mescalamdoug ou au vieux Mescalamdoug. L'un était le petit-fils de l'autre, et tous deux ont régné sur Akkad et Sumer. La tombe de l'un des deux souverains a été découverte en 1924 par Leonard Woolley, un archéologue britannique de renom. Le casque, ainsi que de nombreux autres biens funéraires de qualité, a été trouvé à l'intérieur de la tombe. Woolley a estimé que l'occupant de la tombe avait environ 30 ans au moment de sa mort, ce qui pourrait indiquer que le jeune Mescalamdoug était le propriétaire du casque. Mais avoir 30 ans ne signifiait pas que vous ne pouviez pas être grand-père dans l'Antiquité. Le casque d'or est d'un design qui n'a été trouvé que dans les tombes de deux autres personnes, Eannatum et Sargon le Grand. Comme tous les deux étaient rois de Kish, il semble probable que cela était l'équivalent d'une couronne. Vase de Portland. Le verre camé, une forme de luxe de l'art du verre, est un témoignage exquis de l'ingéniosité et de la créativité des artisans anciens. Cette technique, qui implique la gravure ou l'etching et la sculpture à travers des couches fusionnées de verre de couleurs différentes pour produire des dessins, a été vue pour la première fois dans l'art romain antique autour de 30 avant Jésus-Christ. L'exemple le plus célèbre de verre camé romain est le vase de Portland, conservé au musée britannique. Le verre camé a été produit en deux périodes, la période précoce d'environ 30 avant Jésus-Christ à 60 après Jésus-Christ, puis de la fin du IIIe siècle à la période de Constantin le Grand et de ses fils. Après cela, la technique a été perdue jusqu'au XVIIIe siècle en Europe et n'a pas été perfectionnée à nouveau jusqu'au XIXe siècle. La période Art Nouveau a vu les œuvres les plus remarquables depuis la Renaissance, avec des créateurs tels qu'Émile Gallé et Dôme de Nancy abandonnant les sujets et les schémas de couleurs inspirés des Romains pour des designs de plantes et de fleurs. Aujourd'hui, le verre camé continue d'être produit, nous rappelant l'attrait intemporel de cette forme d'art complexe. Si nous avons perdu cette connaissance pendant des siècles, qu'avons-nous d'autre oublié qui reste encore à se rappeler? 100 sites préhispaniques. Ensuite, une découverte faite en Bolivie en avril 2023 éclaire sur les cultes andins anciens. Une équipe de chercheurs d'Argentine et de France a découvert plus de 100 sites religieux préhispaniques dans la région de Carangas, dans les hautes terres de Bolivie. Les sites étaient caractérisés par des cercles concentriques de murs construits sur des sommets de collines en utilisant des matériaux locaux. Plusieurs cercles ont été observés, totalisant 135 sites datant des années 1650 à 1600. L'abondance de fragments de céramique, faisant autrefois partie d'assiettes, de jarres et de bols, suggérait que ces sites servaient à des fins cérémonielles. Des recherches précédentes ont souligné la présence de rites de Wakra dans la région, potentiellement liés aux formations circulaires sur les sommets des collines. Notamment, les chercheurs ont rencontré un site exceptionnel nommé Huasquiri. Il se distinguait par sa taille et son design complexe, présentant deux murs concentriques reliés par des enclos adjacents. Avec un diamètre de 140 mètres, Huasquiri compte des milliers de fragments de céramique et possède une place en son centre. Le style architectural du cercle laissait présager une possible influence inca, ajoutant à son intrigue. L'équipe affirme que cette région des Andes, en raison de son climat rude et froid, est restée relativement inexplorée. Les sites nouvellement découverts offrent une richesse d'opportunités de recherche, illuminant un aspect mal compris de l'histoire et de la culture andine. Réserve des tigres de Bandhavgarh. Notre prochaine découverte nous emmène en Inde où plus de 20 temples bouddhistes anciens et des peintures murales ont été trouvés dans la réserve des tigres de Bandhavgarh. Les archéologues ont fait preuve de beaucoup de bravoure en faisant ces découvertes car la réserve est encore très active et il y avait des tigres observant chacun de leurs mouvements. Les temples prennent la forme de grottes qui ont été taillées il y a entre 2200 et 2500 ans. Il y a en total 26 temples-grottes dans lesquels se trouvent 46 sculptures, 24 inscriptions, 19 sculptures d'eau, une paire de stupas votifs et même les restes de certains jeux de société en pierre. Ils sont restés en usage pendant très longtemps, avec des preuves sur place suggérant qu'il y avait une utilisation religieuse des temples jusqu'au XIe siècle. Certaines des structures d'eau pourraient être encore plus récentes, avec une date proposée du XVe siècle pour les plus jeunes d'entre elles.
Des expéditions archéologiques ont eu lieu ici auparavant, mais celle qui a mené à ces découvertes est la première depuis 1938. La découverte la plus significative sur le site est une énorme sculpture de Varaha qui a probablement été réalisée entre le 9e et le 13e siècle. Temple de la Lune. Le Temple de la Lune au Pérou est un incroyable monument inca rarement visité au Pérou. La raison pour laquelle il est si souvent négligé est due à sa proximité avec le Machu Picchu, ce qui signifie que de nombreux touristes se rendent sur le site plus célèbre et sautent celui-ci. C'est une erreur car il y a beaucoup de merveilles anciennes ici. Le centre des temples du Cap contient un trône en roche solide fait pour un individu inconnu et il y a des preuves que l'individu aurait pu être une momie plutôt qu'une personne vivante. Le temple a au moins 1500 ans mais n'a été découvert par les archéologues qu'en 1936. La qualité du travail de la pierre est incroyable pour son époque, incluant une grande porte à double linteau en pierre et des représentations physiques des 3 plans d'existence que les Incas croyaient les cieux, la terre et le monde souterrain. Partout dans le temple se trouvent des fausses portes qui ne mènent nulle part. La raison de leur inclusion est inconnue, mais ce n'est pas dire grand-chose, car le but du temple dans son ensemble reste un mystère. Le nom de Temple de la Lune a été donné à la structure de manière arbitraire, nous ne savons même pas comment les Incas l'appelaient, encore moins à quoi il servait. Reine Édith. Nous continuons avec la nouvelle que les plus anciens restes d'un royal anglais ont été découverts en Allemagne. La reine Édith, la petite fille d'Alfred le Grand, a joué un rôle crucial dans l'histoire anglaise en tant que demi-sœur d'Æthelstan, le premier roi d'Angleterre. À l'âge de 19 ans, Édith a été envoyée en Allemagne où elle a épousé le duc de Saxe, qui est devenu plus tard Othon Ier, l'empereur romain germanique. Tragiquement, elle est décédée à l'âge de 36 ans en 946 et a été mise au repos dans la cathédrale de Magdebourg. Au fil des ans, ses restes ont été recherchés haut et bas jusqu'à ce que les archéologues fassent cette découverte étonnante. À l'intérieur d'un cercueil en plomb inscrit avec le nom de la reine Édith et l'année 1510, ils ont découvert un squelette enveloppé de soie d'une femme entre 30 et 40 ans. Bien qu'une analyse plus approfondie soit nécessaire, y compris tester les os pour des isotopes radioactifs correspondant trouvés dans son lieu de naissance en Angleterre, cette découverte pourrait potentiellement confirmer son identité. L'excellente préservation des restes ajoute à l'importance de la découverte. Notamment, aucun reste plus ancien d'un royal anglais n'a été identifié, et bien que le tombeau de son frère Æthelstan dans l'abbaye de Malmesbury existe encore, les experts soupçonnent qu'il soit vide. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.